Des études montrent que de nombreux parents préfèrent regarder la télévision plutôt que de passer du temps avec leurs enfants. Or, ce temps partagé est souvent enrichissant et porteur de sens. Quand on est réveillé à 4 heures du matin par les pleurs du bébé, on n'est évidemment pas heureux sur le moment, mais on est néanmoins comblé. Car le bonheur vient notamment du fait de se confronter à des défis, que ce soit en élevant un enfant, en courant un marathon ou en escaladant une montagne. Surmonter ces difficultés enrichit nos vies. Je suis d'accord avec le philosophe Dieter Thomé, qui a dit un jour que la parentalité était réservée aux extrémistes. Car, contrairement à l'ascension du Kilimandjaro, par exemple, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire demi-tour. On est parent ad vitam aeternam. On reste toute sa vie sur le Kilimandjaro, quoi qu'il arrive. Une vie d'extrémiste. Ce n'est pas vraiment comme ça que j'imaginais la parentalité. Mais à la réflexion, les jeunes parents ont parfois un petit côté fanatique. Perso, je trouve les enfants vraiment chouettes, même si je n'en ai pas et que je ne suis pas sûre d'en vouloir. Je me demande aussi comment on peut, en tant que parent, trouver un équilibre entre ses propres besoins et ceux de son bambin. Quels sont les ingrédients du bonheur quand on est plongé dans le chaos familial? Et dans quelle mesure les enfants rendent-ils heureux? Louise est une maman solo, mais elle trouve que ce terme sonne un peu comme une carence et préfère utiliser le terme de mère célibataire. Pourtant, c'est bien par choix et de bon gré qu'elle élève seule son fils Moritz. Tilman Prüfer et Ileana Grabitz ont une grande expérience de la parentalité. Ils travaillent tous les deux à temps plein et ont 4 filles, 2 qui ont déjà quitté le cocon familial et 2 qui vont encore à l'école. Ileana et Tilman signent chacun une rubrique dans un grand journal. Et Tilman vient d'écrire un livre sur la paternité. Comment réussir à concilier famille nombreuse et vie professionnelle sans y laisser des plumes? Lorsque, en tant qu'être humain, nous sommes face à un être avec de grands yeux, un front haut et des joues rebondies, nous ressentons un sentiment positif. Nous nous sentons bien et nous voulons nous en occuper. Et ce sont bien sûr exactement les caractéristiques des bébés. D'accord, un enfant c'est super mignon, mais de là à décider de prendre soin d'un petit être sans défense pendant des années, jour et nuit, d'être à ses côtés en cas de rhume, de fièvre, de nausées, à travers les hauts et les bas, depuis la crèche et pendant toute sa scolarité, c'est une autre paire de manches. Faut-il vraiment suivre son instinct quand on décide d'avoir ou non un enfant? Ou faut-il plutôt faire appel à la raison? L'idée de décider d'avoir ou non un enfant en établissant une liste de pour et de contre me semble incongrue. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, mettons-nous à la place de l'enfant. Comment réagira-t-il quand il grandira et qu'on lui dira que maman et papa ont fait un jour une liste de pour et de contre et qu'il ne coche peut-être pas tous les éléments de la liste? La parentalité est un mythe redoutable, très fortement chargé émotionnellement par la société. Je conseillerais donc de se poser la question, est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce plutôt le désir des autres que j'essaie de satisfaire? Bonjour vous deux. Salut. Il fait si chaud, désolé. C'est vrai. Moi c'est Ronia. Louise, ravie de te rencontrer. Et toi? Moritz. C'était un petit Moritz, dis donc. Louise travaille dans une entreprise d'aide au développement et a passé plusieurs années en Namibie. C'est là qu'elle a fait la connaissance du père de Moritz. Il y a 7 ans, elle a décidé de se séparer de lui et de revenir en Allemagne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était enceinte. C'était vraiment comme ce qui peut arriver à une ado de 17 ans. Comme j'avais des nausées, je suis allée à la pharmacie pour qu'on me donne quelque chose. Et on m'a demandé, est-ce que vous ne seriez pas enceinte? J'ai répondu, bien sûr que non. Mais en fait, si. Et puis je me suis dit que c'était la première fois de ma vie où je ne pouvais pas dire, non merci, j'ai changé d'avis. Tu as tout de suite été sûre de vouloir garder l'enfant? Oui. Je n'ai jamais douté. Il n'y a pas eu de moment où j'ai vérifié l'état de mon compte en banque ou bien où je me suis dit « j'ai déjà 40 ans, il me manque ceci ou cela, je ne peux pas le faire ». Je me suis fiée à mon instinct. Et même quand je traverse des moments difficiles, je sais que je suis obligée d'aller de l'avant. Oui. Quelles étaient tes plus grandes préoccupations ou tes plus grandes peurs au début?
J'avais tout le temps peur de couler, d'être dépassée. C'était un mélange de surmenage, d'insomnie, d'angoisse existentielle et aussi de crainte devant un si petit enfant. Parce que dès qu'on a résolu un problème, on est assailli par le suivant. J'étais perdue. Je n'étais pas sûre de savoir m'y prendre. Mais il a 6 ans maintenant. Tu as surmonté pas mal de choses déjà. Étonnamment, oui. Qu'est-ce qui rend heureux dans le fait d'avoir un enfant? Pour moi, c'est d'admettre qu'il puisse lui aussi m'apprendre beaucoup de choses. Grâce à lui, j'ai découvert de nombreuses facettes de moi que je n'aurais peut-être pas remarquées sans lui. On apprend à être plus tolérant envers soi-même. Aujourd'hui, je me rends compte que cela me rend vraiment heureuse et que c'est un cadeau. Tu pleures? Un petit peu, oui. Pourquoi? C'est parce qu'elle est heureuse. Je suis si heureuse de t'avoir à mes côtés, toi et personne d'autre. Au final, il s'agit toujours de faire des compromis. Avoir une vie de famille, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Il faut savoir se remettre en question quand on est parent. Par exemple, reconsidérer ses attentes en matière de bonheur ou de rapport à la douleur. Est-ce que je ne peux pas revoir un peu mes exigences à la baisse? Dois-je toujours attendre des autres qu'ils changent? Qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Nous avons entre autres analysé les données du panel socio-économique allemand, une très grande enquête longitudinale qui interroge chaque année entre 20 et 30 000 personnes dans la population générale du pays. Nos résultats montrent que la satisfaction de vie et le sentiment de bonheur augmentent au cours des années précédant la naissance, atteignent un pic au cours de la première année après la naissance, puis diminuent et reviennent à leur niveau initial. La satisfaction de vie ne diffère pas énormément entre les personnes avec ou sans enfants. Celles avec enfants ne sont pas plus heureuses ou plus contentes de leur vie que les autres. Il est clair que les enfants coûtent de plus en plus cher. On n'est pas assuré d'avoir une place dans une structure d'accueil, dans une crèche notamment. Il faut donc en avoir les moyens. On sait qu'en Allemagne, le premier enfant coûte autour de 150 000 €. Et il faut ajouter à cela le fait que de nombreuses personnes subissent un ralentissement dans leur carrière. Il est intéressant de constater que 5 ans après la naissance de l'enfant, les parents sont plus souvent en colère au quotidien qu'avant, probablement parce que le niveau de stress est plus grand. Voilà de quoi stopper net toute envie. Comment Tillman et Ileana vivent-ils avec leurs 4 enfants? Faut-il être pourvu d'un certain type de caractère pour ne pas se laisser submerger par le tourbillon du quotidien? Ou le bonheur familial est-il accessible à tout un chacun? Bonjour. Bonjour, Anya. Celui qui a beaucoup de filles et celle qui a beaucoup de filles. Pas tant que ça. Merci de m'avoir invitée. Contente que tu sois là. Bel appartement. Bonjour. Bonjour. Je vous connais par les chroniques. Mais ça fait bizarre de vous voir en vrai. Parmi les traits de personnalité, on distingue la stabilité émotionnelle, qui est le contraire du névrosisme. Les personnes dotées d'une grande stabilité émotionnelle savent gérer le stress dans leur vie, résoudre les problèmes de manière constructive et rester calmes dans une situation de crise. C'est très utile pour affronter une journée de travail stressante ou une vie de famille compliquée. Est-ce que c'est un dimanche typique? Vous consacrez toujours ce jour à la famille? Nous faisons en sorte, dès lors qu'il y a, disons, une masse critique d'enfants, Jolie formulation. on essaie de prendre un petit déjeuner tardif tous ensemble. Mais le fait de se réunir comme ça devient rare. Vous travaillez tous les deux. C'est beaucoup 4 enfants plus un travail. Comment vous faites? On improvise beaucoup et on n'y pense pas trop. Il y a beaucoup de spontanéité dans notre organisation. Le matin, au lit, on discute pour savoir qui sera à la maison et à quelle heure, qui peut rentrer plus tôt. Ça demande d'être en communication permanente sur le sujet. Nous avons tous les deux des journées de 10 heures plutôt que 8. On essaie de se répartir les tâches de manière à ce que l'un des deux soit toujours là quand la petite dernière rentre à la maison entre 15 et 16 heures. Vous vous répartissez les tâches à égalité?
J'ai lu que les hommes avaient tendance à surestimer leur part de travail dans les tâches ménagères. Ça, j'imagine bien. Ils sont persuadés d'en prendre en charge la moitié, ce qui n'est pas le cas généralement. Et je pense que ce n'est pas le cas non plus chez nous. Je dirais qu'avec chaque enfant, nous sommes devenus plus équitables dans le partage des tâches. Aujourd'hui encore, on constate que seuls 18% des pères prennent un congé parental. Et ces 18% ne prennent en moyenne que 2 mois de congé, contre 13 mois pour les femmes. On fait tout le temps des erreurs. Et on ne s'en rend compte que lorsqu'on a un cycle d'enfants derrière soi. Et on rate beaucoup de choses quand on n'est pas là pendant les premières années de l'enfant. Quand on devient parent, on s'engage dans un travail d'équipe au sein du couple. On est dans une sorte de relation de travail et on se critique mutuellement. Je trouve que tu n'as pas bien fait ceci, ou on devrait faire ça comme ça. On est obligé de mettre en œuvre un nouveau type de relation. Certains passent ainsi d'une relation romantique à une relation de travail parfaitement huilée. Et quand les enfants quittent la maison, ils ne savent plus quoi faire ensemble. Vous auriez pu avoir une vie épanouie sans enfants? Moi, pas du tout. Ça aurait été très difficile pour moi. J'admire les couples sans enfants qui y parviennent. Quand on n'a pas d'enfants, le champ des possibles est beaucoup plus large. La pression pour être heureux est donc beaucoup plus importante. Tu pouvais tout faire, alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Ok. On dirait que les enfants sont une sorte d'assurance universelle contre toute forme d'inanité existentielle. En tout cas, en tant que parents, on a toujours une bonne excuse pour laisser tomber les cours du soir de botanique, l'apprentissage du violon ou les cours de japonais pour débutants. Mais à l'inverse, si j'ai l'habitude de consacrer beaucoup d'énergie à mon développement personnel, est-ce que je ne risque pas de regretter de devenir parent? La parentalité est une activité extrêmement intense. Élever un enfant demande énormément de temps et d'énergie, ce qui conduit à reléguer ses propres besoins au second plan. Ça me semble normal d'avoir des regrets. La publication par la sociologue israélienne Orna Donat d'une étude intitulée « Regretting Motherhood » a provoqué un grand bouleversement. La chercheuse y interroge des femmes qui disent aimer leurs enfants, mais qui en même temps admettent que si elles pouvaient revenir en arrière, elles choisiraient de ne pas devenir mères. Cette étude a brisé un tabou. Les femmes devraient être autorisées à dire que les enfants ne sont pas toujours une bénédiction. Cela fait longtemps qu'on accorde aux hommes cette liberté de parole. La recherche montre que cela concerne environ une personne sur 10. Un parent sur 10, s'il pouvait revenir en arrière, déciderait de ne pas avoir d'enfants. Louise a toujours mené une vie indépendante. Et le fait d'être devenue mère du petit Moritz ne l'a pas entravée. Comment fait-elle? Marvin fait partie de l'équipe Moritz. C'est ainsi que Louise appelle son réseau d'amis, de babysitters et de connaissances qui la soutiennent et qui sont devenues des personnes de référence pour Moritz. Moritz est très à l'aise avec toi. Depuis combien de temps tu le connais? Depuis le début, depuis qu'il a donné des coups de pied dans le ventre de sa mère. En fait, j'étais présent à la naissance, dans la salle de travail. Quand le petit bonhomme a pointé le bout de son nez, il est d'abord passé dans mes bras, puis dans ceux de Louise. Maintenant, on va le gonfler. Comment vous allez faire? On a un sac de gonflage. Peut-être devrions-nous élargir la définition de la parentalité et revenir à l'idée qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il n'est pas nécessaire d'avoir enfanté pour être parent. Marvin fait partie de ce que tu appelles ton village?
Marvin fait partie de mon village, du fait notamment que nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai aussi 3 babysitters qui viennent régulièrement, 2 très souvent et la 3e de temps en temps. Et j'ai encore une autre personne. Je n'aime pas l'appeler mamie parce qu'elle n'est pas vraiment du genre mamie, mais c'est quelqu'un qui est du quartier et qui vient de temps en temps chercher Moritz. C'est un réseau en fait. Oui, un réseau, mais qui doit être entretenu. Je trouve quand même que ce mot de réseau est un peu exagéré. On se dit, waouh, 12 personnes, disponibles en cas d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je crois n'avoir appelé qu'une seule fois quelqu'un en cas d'urgence, quand ça n'allait vraiment, vraiment plus. Je ne veux pas en abuser. C'est une structure très fragile. Comment tu te sens dans ce rôle ? Je trouve ça super. Je suis moi-même père de 3 enfants, qui sont tous grands maintenant. Et j'adore les gamins. Être copain avec un enfant, je trouve ça très chouette. Tu te sens responsable aussi ? Ah non, c'est ça qui est génial. Je ne suis pas responsable. Bien sûr, il est encore petit, donc je suis vigilant, je fais attention. Mais sinon, ce n'est que du bonheur. En tant que père, on me reprochait de ne pas être cool, de ne pas les laisser faire ceci ou cela, d'être sur leur dos pour qu'ils fassent leurs devoirs. Alors qu'avec Moritz, je suis toujours le pote hyper cool. Tu as vécu en Namibie, c'est bien ça ? Est-ce que tu sais si là-bas, l'éducation des enfants est différente ? Les femmes retournent travailler au plus tard 8 semaines après la naissance de leur enfant. Ici, je connais des parents qui n'ont jamais eu de babysitter pour leur fils de 8 ans. Là-bas, c'est évident que l'enfant est très vite donné à garder pendant la journée, peut-être pendant 10 heures d'affilée. Savoir ça m'a beaucoup aidé, à vrai dire. En Namibie, j'avais des amis qui avaient eu des enfants avant d'être en couple et qui poursuivaient quand même leurs études ou leur travail. J'avais cette image en tête. Alors quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, ici tout le monde a fait « Mais moi, c'était une situation que je connaissais, qui m'était familière. Heureusement, je ne savais pas encore qu'ici, ça allait être tout autre chose. » Allez, allô ? En cas de conflit entre une maman solo et son fils, par exemple, la relation peut être assez difficile à faire évoluer, parce qu'au fil des années, la mère et l'enfant ont développé une relation étroite et sont devenus très fusionnels, un peu comme un vieux couple. Alors qu'avec la présence d'un tiers, que ce soit un frère, une sœur, un grand-parent, un oncle, une tante ou encore un nouveau compagnon, les relations deviennent moins figées, plus mouvantes. Ciao. Amusez-vous bien. Être parent, c'est aussi être sous surveillance, servir d'exemple. Ne pas traverser la rue si le piéton est rouge, par exemple. Ça me paraît assez difficile. La plupart du temps, je ne me sens pas particulièrement exemplaire. Le fait d'être un modèle de responsabilité est-il un obstacle au bonheur ? Ou est-ce qu'on y gagne en sagesse et en maturité ? Beaucoup disent que devenir parent, c'est comme une seconde naissance. Et cela me semble juste. On change énormément en endossant ce rôle, au point que la philosophe Laurie Ann Paul a qualifié la parentalité d'expérience transformatrice. En devenant parent, on devient quelqu'un d'autre. Et il est difficile de savoir à l'avance si on va apprécier ce changement. Comment avez-vous évolué en tant que couple depuis que vous avez des enfants ? Je pense que nous sommes devenus beaucoup plus proches, plus coopératifs, je crois. Plus patients. Oui, aussi. Pour moi, le bonheur ne fait qu'un. Celui que nous partageons tous les deux, celui que nous vivons en famille avec les enfants, et celui que chacun cultive de son côté. Je trouve que c'est difficile de les séparer. C'est un bonheur qui n'est pas malgré, à cause d'eux, mais avec les enfants. C'est joliment dit. Et vous avez un outil
Ou une astuce pour être heureux en tant que parent? Je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir rire de soi-même. Comme de pouvoir rire de l'autre ou des enfants. Ça aide énormément. On est tout le temps dans une configuration imparfaite et on doit pouvoir se pardonner énormément. Les enfants doivent aussi pardonner en permanence à leurs parents. L'être humain possède un potentiel de transformation, y compris sur le plan émotionnel. Il peut changer par lui-même. L'humain est un être en devenir. Et c'est au seuil de la mort que l'on saura si on a bien fait ou pas. Avant, tout reste ouvert et peut changer. C'est à la fin qu'on fait les comptes. Une fois par semaine, Tillman et Ileana se rendent au cimetière pour entretenir la tombe du père d'Ileana. Se pourrait-il qu'au fil du temps, on ressemble de plus en plus à ses propres parents? Plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on a hérité de plus de choses qu'on ne le pense. Plus qu'on ne le voudrait? Je sais pas, par exemple, j'étais en vacances dernièrement et je me suis rendu compte que je faisais certaines choses exactement comme mon père. Dans la façon de parler aussi. Oui. Ou tu emmènes tes enfants visiter n'importe quel monument. Ce que j'ai surtout retenu de mes parents, c'est qu'ils ont agi de manière intuitive. Et finalement, ils ont fait avec nous ce qu'ils aimaient. Beaucoup de sport, beaucoup de lecture. C'est chouette, je trouve, pour les enfants. On n'a pas besoin de leur dire grand-chose, ni de leur donner beaucoup de conseils. Mais nous voir prendre du plaisir dans certaines activités, c'est un acquis précieux pour la vie. Ce dont les enfants ont besoin, ce sont des parents qui sont vraiment là, qui ne crient pas de loin « range ta chambre », mais qui sont présents. Mettent la main à la pâte et disent « Viens, on va faire ça ensemble ». Tout dépend de la façon dont on communique avec ses enfants, et aussi du moment. Est-ce que je me force à jouer avec eux aux petits chevaux, ou est-ce que j'en ai envie moi aussi? Il y a des choses que vous regrettez? Je regrette parfois pour Yuli, notre petite dernière, d'avoir repris le travail 1 an après sa naissance. Elle n'aura connu qu'une mère qui travaillait 50, 60 heures par semaine. On s'en rend compte quand ils ont 11, 12 ans. Le temps où l'on peut voir ses enfants grandir de façon aussi intense passe très vite. Avec nos 3 premiers, je travaillais d'arrache-pied pour la famille. Je voulais assurer les fondations. Mais cela a un prix, que les enfants paient, que la compagne paie, et que l'on paie aussi soi-même sous une forme que l'on ne comprend pas tout de suite, mais plus tard. On a parfois l'impression que les parents doivent cocher tout un tas de cases. Ils sont sommés de pourvoir aux besoins de leur enfant, mais aussi de l'éduquer au mieux, de découvrir et d'encourager ses talents au plus tôt. Les enfants ont besoin d'un environnement stable et chaleureux. Pas de cours de chinois, de danse classique ou de natation dès la crèche, ou de cours de flûte à partir de 3 ans. Rien de tout ça. Et c'est sur ces points-là que l'on doit pouvoir rassurer les parents. Comment fais-tu pour être un modèle pour ton fils? As-tu parfois l'impression d'échouer dans ce rôle? J'échoue très souvent, en fait. Dans quelle sorte de situation? Je manque de patience. Ce n'est pas mon point fort, ça ne l'a jamais été. Et c'est ce point-là que j'essaie de travailler, justement. J'admire les mères qui gardent leur sang-froid. J'admire les parents honnêtes. Oui. Est-ce que la liberté de pouvoir repartir, par exemple, une année en Namibie, est-ce que ça te manque? Bien sûr. C'est honnête. Oui, mais ça ne me manque pas tous les jours. Et d'ailleurs, cette liberté sans entrave, qui l'utilise vraiment? Je connais très peu de gens qui disent « je peux partir dès demain matin faire le tour du monde pendant 3 ans ». C'est agréable parfois d'avoir quelque chose qui nous retient. En psychologie, on a tendance à penser que ce sont les enfants qui s'attachent à leurs parents. Mais pour moi, c'est réciproque. Ce qui signifie également qu'à un moment donné, les 2 parties doivent aussi arriver à se détacher l'une de l'autre. J'ai rencontré une femme de 80 ans qui m'a dit « Pour mon anniversaire, il y avait mes 4 fils. » Je me suis demandé ce qu'ils faisaient là. J'aurais très bien pu souffler mes 80 bougies sans eux. J'adore être mère. La parentalité a énormément enrichi ma vie, même si celle-ci aurait certainement été intéressante sans enfant.
Voir le monde à travers les yeux de mes 4 enfants, les regarder grandir et devenir des individus autonomes me permet de me projeter dans la société à venir. À une époque où l'on cherche à se prémunir contre tous les risques, où l'on cherche à tout sécuriser, je trouve tout à fait formidable d'oser se lancer. Se jeter ou pas dans le grand bain de la parentalité, c'est peut-être au bout du compte aussi une question de confiance. Pourquoi était-ce pour vous deux le bon choix d'avoir des enfants? La vie devient plus riche. Elle devient aussi plus imprévisible. Cela nous entraîne sur des chemins que l'on n'aurait pas empruntés sinon. Et puis c'est très amusant. On rit beaucoup en famille. On ne rirait pas autant, je pense, si on n'avait pas tous ces enfants autour de nous.